Mesdames et Messieurs les journalistes, chers compatriotes, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation pour cette conférence de presse d'une importance capitale pour l'avenir démocratique de notre pays. Nous tenons à présenter nos excuses, comme venait de le dire l'orateur, pour l'absence du professeur Albert Ondossa, et qui ne peut malheureusement pas être parmi nous aujourd'hui en raison d'un déplacement à l'étranger prévu de longue date. Cependant, il est pleinement solidaire de cette démarche et s'associe à l'ensemble des positions et revendications exprimées dans le cadre de cette conférence de presse. Si nous reprenons la parole aujourd'hui, après notre première sortie du mois de janvier dernier, c'est parce que le processus électoral en cours est toujours vicié et menace d'entraîner le Gabon dans une crise politique et institutionnelle majeure. À travers cette déclaration, nous allons démontrer, faits et textes de loi à l'appui, pourquoi l'élection présidentielle prévue le 12 avril 2025 ne peut se tenir à cette date dans les conditions actuelles et pourquoi le report de cette échéance est une nécessité impérieuse pour garantir la transparence, la crédibilité du scrutin et partant la paix dans notre pays. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, l'élection présidentielle est un moment déterminant dans la vie d'une nation. Un exercice démocratique fondé sur la transparence, l'équité et le respect strict de l'état de droit. Or, à ce jour, l'élection prévue pour le 12 avril ne remplit aucune de ces exigences fondamentales. La principale faille du processus électoral en cours réside dans l'illégalité manifeste du fichier électoral que le gouvernement entend utiliser. Ce fichier, révisé en janvier 2025 et sur la base de l'ancien code électoral, repose sur un cadre juridique désormais abrogé, en contradiction totale avec le nouveau code électoral entré en vigueur le 22 janvier 2025. Pire, alors que le gouvernement reconnaît implicitement la primauté du nouveau code électoral en invoquant ses articles 51 et 55 pour prolonger une révision électorale, il persiste paradoxalement à vouloir utiliser un fichier électoral conçu sous un régime juridique caduc. Ce manque de cohérence révèle une volonté délibérée de manipuler le processus électoral en contournant les nouvelles garanties de transparence et de fiabilité instaurées par le nouveau code électoral, notamment l'obligation d'un fichier électoral biométrique national et le rôle central de l'ACR dans sa supervision. Au-delà de cet enjeu fondamental, nous dénonçons également la précipitation injustifiée du calendrier électoral qui ne permet ni une organisation transparente du scrutin, ni une compétition équitable entre les candidats. Ainsi, dans son état actuel, cette élection ne peut être ni crédible ni légitime. Elle ne peut avoir lieu sans la mise en place d'un fichier électoral conforme aux nouvelles exigences de la loi et d'un cadre organisationnel garantissant une égalité de traitement entre tous les candidats. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, la légitimité d'un processus électoral repose sur le respect strict de la légalité. Or, en la matière, un principe juridique cardinal régit l'application des lois dans le temps, l'application immédiate de la loi nouvelle. Selon ce principe, toute loi nouvelle s'applique immédiatement dans sa promulgation à toutes les situations en cours et à venir. Ce principe fondamental garantit la sécurité et l'uniformité du droit applicable à un moment donné. Dans le cas d'espèce,
le nouveau code électoral, adopté le 19 janvier et promulgué le 21 janvier 2025, ne contient aucune disposition transitoire qui permettrait le maintien temporaire des règles de l'ancienne loi numéro 07/96 du 12 mars 1996 concernant l'établissement et la révision des listes électorales. Au contraire, son article 379 abroge explicitement toutes les dispositions antérieures contraires, dont la loi numéro 7/96. La volonté du ministère de l'Intérieur d'organiser l'élection présidentielle du 12 avril 2025 sur la base d'un fichier électoral établi selon les règles d'une loi abrogée constitue donc une violation manifeste du principe d'application immédiate de la loi nouvelle. Cette démarche revient à faire survivre artificiellement des dispositions légales qui n'existent plus dans l'ordre juridique gabonais. Il convient de souligner que si le législateur avait voulu ménager une période transitoire pendant laquelle l'ancien régime juridique aurait continué à s'appliquer, il aurait dû l'énoncer expressément dans le nouveau code par une disposition dérogatoire claire. L'absence d'une telle disposition confirme donc la volonté d'application immédiate et intégrale du nouveau dispositif légal. La révision de la liste électorale en cours, initiée sur la base de l'arrêté numéro 000-2392/MIS du 26 décembre 2024, qui s'appuie sur une loi désormais abrogée, est donc entachée d'une illégalité fondamentale qui affecte l'ensemble du processus électoral en préparation. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, à cette violation d'un principe fondamental du droit s'ajoute une incohérence juridique majeure du ministère de l'Intérieur, illustrée par l'adoption des arrêtés ministériels numéro 00512/MIS et numéro 00513/MIS du 27 février 2025. Ces deux arrêtés, qui fixent respectivement la période de réclamation électorale et l'ouverture d'une période exceptionnelle d'inscription sur les listes électorales, se fondent explicitement sur les articles 51 et 55 du nouveau code électoral. Or, cette démarche est totalement illégale et contradictoire. Comment le ministère peut-il invoquer les dispositions d'un nouveau code électoral pour réviser une liste électorale qui a été conçue sous l'empire de l'ancien code abrogé par l'article 379 du nouveau code électoral? En effet, l'article 37 de l'ancien code électoral prévoyait juste une durée d'enrôlement de 30 jours avec une prorogation maximale de 3 jours par arrêté du ministre de l'Intérieur. Ce délai est donc expiré et ne peut plus être étendu. Dès lors, comment le ministère de l'Intérieur peut-il aujourd'hui prétendre utiliser les articles 51 et 55 du nouveau code électoral pour prolonger une opération réalisée sous l'ancien code, alors même que cette révision a été faite selon des règles désormais caduques? C'est une tentative grossière d'application à géométrie variable de la loi, où l'on choisit arbitrairement certaines dispositions du nouveau code tout en conservant les pratiques de l'ancien code lorsqu'elles arrangent le pouvoir en place. Ce recours opportuniste à certains articles du nouveau code pour prolonger une révision réalisée sous l'ancienne loi est un non-sens juridique. En effet, si l'on applique le nouveau code électoral, alors c'est l'ensemble des nouvelles dispositions qui doivent être respectées, y compris la création d'un nouveau fichier électoral biométrique et l'intervention de l'ACR. En invoquant le nouveau code électoral pour justifier une prolongation d'inscription, le ministère de l'Intérieur lui-même reconnaît implicitement que c'est cette nouvelle loi qui doit désormais s'appliquer. Il serait dès lors plus cohérent et légal, par ailleurs, d'appliquer totalement le nouveau code et repartir sur de nouvelles bases avec un fichier électoral entièrement refait selon les nouvelles exigences légales. En réalité, cette tentative d'hybridation juridique prouve une fois de plus que l'actuel fichier électoral n'a plus de base légale et qu'il ne peut en aucun cas être utilisé pour l'élection présidentielle du 12 avril 2025.
De plus, cette prolongation illégale introduirait une distorsion grave dans le processus électoral. En effet, si cette prolongation exceptionnelle de l'inscription sur les listes électorales devrait être maintenue jusqu'au 10 mars, c'est-à-dire au-delà du 8 mars 2025, cela entraînerait automatiquement une remise en cause du calendrier électoral. En effet, tout électeur a le droit de se porter candidat à une élection. Si de nombreux électeurs sont inscrits après la date de la clôture du dépôt des candidatures, alors ces nouveaux inscrits se trouveraient privés de leur droit politique de se présenter. Le gouvernement ne peut pas prolonger l'enrôlement sans reporter également la date de clôture des candidatures, faute de quoi il violerait les principes d'égalité et de participation politique garantis par la Constitution. Ce cafouillage institutionnel et cette organisation approximative et improvisée du processus électoral démontrent l'incapacité du régime en place à garantir un scrutin transparent, cohérent et légal. Ce nouvel élément ne fait que confirmer et renforcer la nécessité impérieuse d'annuler l'actuel fichier électoral et de mettre en place un fichier conforme au nouveau code électoral. Le ministère de l'Intérieur ne peut pas bricoler le droit électoral en combinant des éléments de l'ancien et du nouveau code selon son bon vouloir. Il faut arrêter immédiatement cette mascarade électorale et mettre en place un nouveau fichier électoral supervisé par une ACR réellement indépendante. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ce constat est d'ailleurs confirmé par la déclaration du gouvernement lui-même. En effet, dans sa réponse du 30 décembre 2024, à nos observations formulées sur l'inopportunité de la révision d'une ancienne liste électorale pour servir à la future élection présidentielle, le secrétaire général du gouvernement reconnaissait explicitement que, je cite, « Jusqu'à l'adoption d'un nouveau code électoral, les lois en vigueur, y compris la loi numéro 07/96 du 12 mars 1996, demeurent applicables. » Fin de citation. A contrario, cela signifie que dès l'adoption du nouveau code, l'ancienne loi cesse de s'appliquer. Plus révélateur encore, le secrétaire général du gouvernement admettait que, je cite, « Cette démarche, c'est-à-dire la révision de la loi basée sur l'ancien code, cette démarche n'empêche en rien l'élaboration d'un nouveau fichier électoral conforme aux dispositions du futur code électoral. » Fin de citation. Il confirmait ainsi que, je cite, « La mise à jour du fichier électoral en janvier 2025 permettra de poser les bases pour une transition en douceur vers un fichier assaini une fois le nouveau cadre légal adopté. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, ces déclarations officielles établissent 3 points cruciaux. Premièrement, le gouvernement reconnaissait le caractère temporaire de l'application de l'ancienne loi. Deuxièmement, il admettait la nécessité d'établir un nouveau fichier conforme au nouveau code électoral. Troisièmement, la révision de janvier 2025 n'était qu'une étape intermédiaire avant l'application du nouveau code et la mise en place d'un nouveau fichier électoral. Dès lors, maintenir l'ancien fichier électoral après l'adoption du nouveau code électoral le 22 janvier 2025 contredit non seulement la loi, mais aussi la position initiale du gouvernement lui-même. En toute hypothèse, l'abrogation de la loi numéro 07/96 par l'article 379 du nouveau code électoral est explicite et n'admet aucune ambiguïté lorsqu'il dispose, je cite, « La présente loi organique, qui abroge toute disposition antérieure, notamment la loi numéro 07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes aux élections politiques et ensemble les textes modificatifs subséquents, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et exécuté comme loi de la République. » Fin de citation. Cette abrogation de l'ancienne loi invalide donc toutes les dispositions antérieures relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales.
L'abrogation n'est pas une simple mise à jour administrative, mais une décision législative majeure visant à rompre avec un cadre juridique jugé inadapté et source de nombreux dysfonctionnements. La volonté du législateur d'opérer une rupture avec les pratiques du passé est claire. Il s'agit d'introduire des réformes structurelles pour garantir des élections transparentes, équitables et modernes. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, au demeurant, le nouveau code électoral introduit des réformes fondamentales qui rendent l'ancien code obsolète. L'une des innovations majeures est l'instauration d'un fichier électoral biométrique national conçu pour garantir une identification unique et fiable de chaque électeur. Ce fichier repose sur l'attribution d'un numéro d'identification personnelle, le NIP, à chaque citoyen, un mécanisme qui modernise profondément le processus d'enregistrement et prévient des pratiques frauduleuses telles que les inscriptions multiples et l'utilisation des noms fictifs ou des personnes décédées. En effet, l'article 46 dispose, je cite, « Il est institué un fichier électoral biométrique national. Le fichier électoral biométrique est unique et national. Il est le produit de l'ensemble des listes des circonscriptions électorales. » Fin de citation. L'institution du fichier électoral biométrique national par l'article 46 du nouveau code constitue une innovation juridique majeure qui marque une rupture fondamentale avec le système précédent. Le choix du terme « il est institué » dans cet article est juridiquement déterminant. Cette formulation indique une action présente et constitutive, marquant une rupture nette avec le système précédent. En employant ce verbe au présent de l'indicatif, le législateur signifie clairement que le fichier électoral biométrique national est une création nouvelle, contemporaine de la loi, et non une simple modification ou continuation de l'existant. Cette institution immédiate d'un nouveau fichier électoral traduit la volonté explicite du législateur d'établir un système entièrement nouveau, hic et nunc. De plus, alors que l'ancien code, dans ses articles 37 à 51, relatifs à l'établissement des listes électorales, se limitait à une approche fragmentée, sans vision unifiée du fichier électoral, le nouveau code électoral crée expressément un système centralisé et modernisé, qualifié d'unique et national. Cette évolution n'est pas une simple modification technique, mais traduit une volonté politique de transformation profonde du processus électoral. Cette caractérisation expresse du fichier comme unique et national dans le nouveau code, totalement absente dans l'ancien cadre juridique, revêt une importance capitale. L'ancien code se contentait d'évoquer la liste électorale sans en définir le caractère ni la portée, laissant place à une gestion décentralisée et fragmentée du fichier électoral. La nouvelle qualification juridique d'unique et national traduit une volonté délibérée du législateur d'unifier et de centraliser la gestion du fichier électoral sous un régime juridique nouveau et uniforme. Cette innovation terminologique n'est pas anodine. Elle consacre une rupture fondamentale avec l'ancien système en instituant un fichier unifié, excluant toute possibilité de juxtaposition ou de coexistence avec d'anciennes listes électorales établies selon des modalités différentes. L'unicité du fichier, explicitement affirmée, implique nécessairement l'abandon de tout autre système d'enregistrement des électeurs. Le caractère national souligne quant à lui la volonté d'une gestion centralisée et harmonisée en rupture avec la fragmentation territoriale qui caractérisait l'ancien système. Cette qualification juridique nouvelle impose donc, de fait et de droit, l'établissement préalable de ce fichier unique et national avant toute consultation électorale sous l'empire du nouveau code électoral. L'organisation d'une élection sur la base d'un ancien fichier, qui par définition ne répond pas à ces caractéristiques légales nouvelles d'unicité et de nationalité, constituerait donc une violation manifeste de la volonté clairement exprimée du législateur.
L'identification des électeurs repose désormais sur un numéro d'identification personnelle, obligatoire lié aux données biométriques, prévenant les fraudes et assurant l'unicité des inscriptions. L'ancien système se contentait d'une identification basée sur des documents papier sans garantie biométrique. Le nouveau fichier est conçu quant à lui pour être mis à jour annuellement et avant chaque élection, tandis que l'ancien n'était actualisé qu'avant chaque scrutin. Le dédoublonnage biométrique automatique permet désormais de détecter immédiatement toute tentative d'inscription multiple, mécanisme absent dans l'ancien fichier électoral. L'inscription des jeunes électeurs est maintenant automatique dès 18 ans pour tout citoyen disposant d'un NIP, alors qu'elle nécessitait auparavant une démarche manuelle. De même, la radiation des électeurs décédés est soumise à un délai strict de 15 jours après l'établissement de l'acte de décès, contrairement à l'ancien système qui n'imposait aucun délai précis. Par ailleurs, le nouveau code électoral confie un rôle central à une autorité, l'autorité de contrôle des élections et du référendum, en abrégé ACER, dont les prérogatives sont définies à l'article 51. L'ACER est chargée, au terme de cet article, de superviser la révision des listes électorales et de garantir leur conformité avec les principes d'équité et de transparence. Contrairement à l'ancien cadre, où le contrôle de la liste électorale était limité et souvent opaque, le nouveau système assure donc un encadrement rigoureux de ce processus. Il est particulièrement révélateur que les dispositions transitoires à l'article 374 du nouveau code n'excluent que l'alinéa 3 de l'article 30 concernant l'ACER, maintenant ainsi explicitement en vigueur toutes les autres dispositions relatives à son rôle de contrôle. Cette précision du législateur n'est pas anodine. S'il avait souhaité suspendre l'ensemble des garanties de contrôle de l'ACER pour la prochaine élection présidentielle, il l'aurait explicitement prévu comme il l'a fait pour d'autres dispositions. Cette intention manifeste de maintenir le contrôle de l'ACER sur le processus électoral renforce l'impossibilité juridique d'utiliser l'ancienne liste électorale. En effet, cette dernière ayant été établie sans la supervision de l'ACER, son utilisation constituerait une violation directe des garanties démocratiques instaurées par le nouveau code. En d'autres termes, la supervision par l'ACER du processus d'élaboration de la liste électorale est une exigence légale incontournable. Toute révision effectuée sans son intervention constituerait une violation directe des garanties démocratiques établies par le nouveau code. Face à ces nouvelles dispositions claires et précises, la position du ministère de l'Intérieur révèle une contradiction flagrante qui soulève de sérieuses inquiétudes. En effet, le ministère de l'Intérieur a récemment installé l'ACER, conformément à l'article 30 du nouveau code électoral, démontrant qu'il retenait l'applicabilité immédiate de ces dispositions. Cependant, s'il applique l'article 30 pour installer l'ACER, il doit également appliquer les articles 51 et suivants, qui imposent l'intervention de cette autorité dans la supervision de la liste électorale. Cette approche à géométrie variable est juridiquement intenable, car un ministère n'a pas la liberté de choisir quelle disposition d'une loi en vigueur il applique ou ignore. Si le législateur avait souhaité différer l'application des prérogatives de l'ACER en matière de supervision de la liste électorale, il l'aurait explicitement prévu dans les dispositions transitoires. Chers compatriotes, plus inquiétant encore, la composition même de cette ACR suscite de profondes interrogations sur son indépendance réelle. Au lieu de respecter les principes d'indépendance et d'impartialité exigés par le nouveau code électoral, la composition de l'ACR révèle une volonté manifeste de contrôle partisan du scrutin en faveur du régime en place. Elle apparaît comme une collusion frauduleuse du CTRI-PDG tant décrié. Parmi ses membres figurent des postes collaborateurs des ministres, des anciens cadres du PDG alliés du CTRI,
des alliés politiques du chef de la junte et des personnes ayant participé à la rédaction du nouveau code électoral, ainsi que des anciens responsables, aussi bien de la Sénat que du CGE, lequel CGE a été à l'origine de récentes contestations électorales ayant conduit notre pays dans la situation que nous connaissons. Cette situation confirme que la transition actuelle repose non pas sur une volonté de refondation démocratique, mais sur la perpétuation d'un système clientéliste. Cette opacité dans le processus de nomination est d'autant plus problématique que les nominations ont été faites sans publication des curriculums vitae des membres, alors que la loi impose une expérience d'au moins 15 ans dans des fonctions justifiant leurs compétences. Cette absence de transparence, combinée aux liens politiques et familiaux entre les membres de l'ACR et le pouvoir, discrédite totalement cette autorité censée garantir l'intégrité du processus électoral. Le calendrier même de ces nominations soulève des soupçons légitimes sur les intentions réelles du pouvoir. Le ministère de l'Intérieur a délibérément attendu la veille de l'ouverture du dépôt des candidatures pour annoncer la composition de l'ACR, révélant une stratégie visant à empêcher toute contestation et à verrouiller le processus électoral. Ces manœuvres ont des implications juridiques graves qui compromettent la légitimité de l'élection présidentielle prévue pour le 12 avril prochain. L'utilisation d'un fichier électoral non conforme au nouveau code électoral pourrait être contestée devant les juridictions nationales et internationales, compromettant ainsi la crédibilité du scrutin et ouvrant la voie à une crise politique majeure. En réalité, l'absence d'un fichier électoral conforme aux nouvelles exigences crée un vide juridique insurmontable qui rend impossible la tenue d'une élection présidentielle légitime à la date du 12 avril 2025. Ce vide se manifeste à 3 niveaux principaux. Le fichier électoral existant n'est plus valide car il repose sur une loi abrogée. Le nouveau fichier, exigence légale, n'a pas encore été établi et l'ACR n'a pas supervisé l'établissement de la liste électorale comme l'exige la loi en vigueur. Au demeurant, l'article 379 procède à une abrogation totale et sans réserve de l'ancien cadre juridique électoral. L'absence de toute disposition transitoire concernant les listes électorales, conjuguée à cette abrogation complète, rend juridiquement impossible le maintien des procédures fondées sur des textes expressément abrogés. Le nouveau code instaure des garanties substantielles inédites. Le double contrôle institutionnel ACR ministère de l'Intérieur, la supervision étendue au Conseil d'État, les procédures formalisées de notification et de rectification des anomalies, les mécanismes renforcés contre les inscriptions multiples. Ces innovations majeures d'application immédiate en tant que protectrice des droits des citoyens rendent l'ancien fichier électoral inadapté au nouveau contexte juridique. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'ancien fichier électoral gabonais ne répond ni aux standards internationaux de fiabilité, ni aux attentes légitimes de transparence démocratique. Ces défaillances structurelles, profondément enracinées, ont non seulement compromis la crédibilité des scrutins passés, mais également alimenté des crises politiques majeures, dont le coup d'État de août 2023. Ces anomalies, en l'absence d'un nouveau code électoral, auraient à minima exigé un audit rigoureux par un organisme international indépendant avant d'être utilisé pour une élection aussi cruciale que l'élection présidentielle, toute chose dont le pouvoir de transition, par arrogance et précipitation, n'a pas voulu faire.